Prenons une situation vraiment très universelle et très visuelle en fait. C'est le milieu de l'après-midi, le fameux creux de 15 heures. On est assis à son bureau face à un écran d'ordinateur avec un dossier ouvert. Ouais, le moment critique. C'est ça. On sait pertinemment, avec une clarté absolue, quelle tâche importante on doit accomplir. C'est peut-être crucial pour un projet, c'est potentiellement très urgent. Et pourtant, Et pourtant, on ne le fait pas. ben non. Par un mystère psychologique fascinant, on se retrouve soudainement à arroser méticuleusement la moindre plante verte du bureau, même celle en plastique, Absolument. ou à trier ses mails promotionnels de l'année dernière. Exactement. Ou à réorganiser le contenu de ses tiroirs pour la troisième fois de la semaine en triant ses trombones par taille. Ou, plus couramment aujourd'hui, on glisse dans un état quasi hypnotique, on fait défiler un fil d'actualité sur un réseau social, l'esprit complètement absent. C'est une expérience que la quasi-totalité des êtres humains partagent un jour ou l'autre. C'est clair. Et aujourd'hui, l'objectif de notre exploration, c'est de s'attaquer à ce phénomène de front. Nous allons plonger dans une sélection de recherches en sciences cognitives en nous appuyant fortement sur les concepts brillants de Petré-Ludwig concernant la procrastination. On veut comprendre non seulement pourquoi notre cerveau agit ainsi, mais surtout comment reprendre le contrôle. C'est une démarche essentielle, et je pense qu'il est important de bien définir à qui s'adresse cette analyse. Cette discussion est pensée pour quiconque se sent régulièrement submergé par le flux constant des événements. Donc beaucoup de monde en fait. Énormément de monde. Elle s'adresse à toute personne qui souffre d'une hésitation chronique face aux tâches complexes, ou qui termine trop souvent ses journées de travail avec un lourd sentiment de culpabilité, en regardant les heures qui ont filé sans avoir avancé sur ce qui comptait vraiment. La fameuse culpabilité du soir. Voilà. Et cela soulève une question centrale. Pourquoi notre architecture cérébrale sabote-t-elle si facilement nos meilleures intentions? Et surtout, comment peut-on enfin réaligner nos ambitions rationnelles avec nos résistances émotionnelles, sans s'épuiser dans un combat perdu d'avance? Alors, décortiquons tout ça. Pour commencer, on a souvent tendance à penser que la procrastination est un problème moderne, un sous-produit direct de nos smartphones ou de nos connexions à haut débit. Ce qui est une idée reçue très tenace. Tout à fait. Parce que quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que le philosophe romain Sénèque se plaignait déjà du fait que, je cite, tandis qu'on l'ajourne, la vie passe. Donc le problème est très ancien. Les Romains procrastinaient aussi. Ouais. Cependant, les recherches que nous examinons aujourd'hui mettent en lumière une différence majeure. Notre époque a ajouté une variable redoutable que Sénèque ne connaissait pas, à savoir la fatigue décisionnelle. Avant même de commencer à travailler, on est déjà paralysé. Et c'est un point crucial. Ce qui rend la procrastination si omniprésente et destructrice de nos jours, c'est ce qu'on appelle l'ère de la paralysie décisionnelle. Contrairement à nos ancêtres, dont les journées étaient structurées par la lumière du soleil, la survie immédiate ou des cadres sociaux extrêmement rigides, l'humain moderne évolue dans un chaos d'informations constant. Un bombardement permanent. Absolument. Nous sommes confrontés à une infinité de micro-choix à chaque seconde de notre journée. Faut-il répondre à cet email sur le champ ou lire cette notification email? Faut-il commencer par le rapport financier ou par la présentation créative? Quel onglet parmi les 50 ouverts faut-il regarder? Mais d'un autre côté, on pourrait se dire qu'avoir plus de choix, c'est une forme de liberté. Théoriquement, cette abondance d'options devrait nous stimuler ou nous donner le sentiment d'être vraiment aux commandes. Pourquoi est-ce que cette infinité de choix nous paralyse au lieu de nous motiver? Parce que, sur le plan strictement neurologique, chaque prise de décision, même la plus insignifiante, puise dans un réservoir limité de ressources cognitives. C'est physique en fait. Totalement physique. Le cerveau consomme énormément d'énergie, littéralement du glucose, pour évaluer des options, peser le pour et le contre et trancher. Avant même d'avoir entamé la moindre action productive ou créative, notre cerveau s'est déjà épuisé simplement à essayer de choisir quoi faire, ou à filtrer les distractions. Donc la batterie est déjà à plat avant de démarrer. C'est ça. Cette fatigue décisionnelle vide notre jauge de volonté. Et c'est ce vide énergétique, cette baisse de garde cognitive, qui laisse la porte grande ouverte à la procrastination. Et c'est très différent de la simple paresse. Ah oui, c'est très important de détruire ce mythe. La procrastination n'est absolument pas de la paresse. Le paresseux choisit délibérément de ne rien faire et il en tire une grande satisfaction. Il assume complètement. Exactement, il est bien sur son canapé. Le procrastinateur, à l'inverse, désire profondément agir.
mais ils n'arrivent pas à s'y contraindre, ce qui engendre un stress énorme, de la frustration et une perte d'énergie monumentale. Ce qui nous amène à une métaphore utilisée dans ces travaux qui change vraiment la façon dont on perçoit ses propres réactions. L'image du cavalier et de l'éléphant? Voilà, le cavalier rationnel et l'éléphant émotionnel. Le cavalier, c'est notre néocortex. C'est la partie logique du cerveau, celle qui planifie l'avenir, qui conçoit des stratégies à long terme. C'est la partie qui veut rédiger ce fameux rapport ou apprendre une nouvelle langue. Le cavalier a une intention très claire. Tout à fait. Seulement, ce cavalier est assis sur le dos d'un énorme éléphant. Et cet éléphant représente notre système limbique, le centre de nos émotions et de nos instincts de survie basiques. Et l'éléphant, lui, il vit exclusivement dans le présent. C'est ça le problème. Il recherche la gratification immédiate, le confort, la sécurité. Et il a une aversion absolue pour la douleur ou l'effort cognitif intense. Donc, face à un rapport financier complexe à rédiger, l'éléphant perçoit une menace, un inconfort. Alors que face à une vidéo amusante, il perçoit une récompense facile. Exactement. Et dans un rapport de force pur, si l'éléphant décide d'aller vers la récompense immédiate, le petit cavalier sur son dos, aussi rationnel soit-il, ne fait tout simplement pas le poids. Cette allégorie illustre parfaitement le ressenti physique de la procrastination. Ce moment où l'on tire mentalement sur les rênes pour s'y mettre, mais où le corps refuse de bouger. Où les doigts tapent une autre adresse dans le navigateur, presque tout seul. C'est exactement ça. Et le danger majeur lorsque l'éléphant prend systématiquement le contrôle, c'est l'apparition d'un cycle psychologique destructeur, ce que l'auteur identifie sous le nom de boucle du hamster. La fameuse boucle. Comment elle fonctionne précisément? Tout commence par l'inaction. L'éléphant a gagné, on a fui la tâche. Très vite, cette inaction engendre un fort sentiment de culpabilité chez le cavalier, qui réalise le temps perdu. La culpabilité du soir dont on parlait. Oui. Et cette culpabilité se mue en doute personnel. On remet en question ses compétences, sa valeur, sa discipline. Ce doute mène à un état de résignation, une sorte d'impuissance acquise où l'on se sent incapable de changer. On se dit qu'on est juste nul. C'est ça. Et cette impuissance génère une anxiété qui pousse l'éléphant à fuir encore plus loin vers l'inaction pour se rassurer. La boucle est bouclée et elle s'accélère à chaque tour. Je comprends bien la mécanique, mais il y a quelque chose de paradoxal ici. Logiquement, la culpabilité devrait agir comme un électrochoc, non? On pourra le penser, oui. Si on se sent coupable de ne pas travailler, cette émotion négative devrait secouer notre cavalier rationnel, agir comme un puissant motivateur pour corriger le tir. Pourquoi est-ce que cette culpabilité nous paralyse encore plus au lieu de nous faire réagir violemment? C'est une excellente observation. Et l'explication se trouve dans notre biologie. La culpabilité, lorsqu'elle s'installe, n'est pas traitée par le cerveau comme une information rationnelle. Elle est traitée comme une menace émotionnelle. Une alerte rouge? Exactement. Elle déclenche une réponse de stress. Notre niveau de cortisol augmente. Or, lorsqu'un mammifère est stressé, quelle partie du cerveau prend le commandement pour assurer la survie émotionnelle immédiate? Notre système limbique? L'éléphant? Parfaitement. Le stress provoqué par la culpabilité désactive littéralement les fonctions exécutives de notre néocortex pour privilégier des comportements d'apaisement immédiats. C'est le serpent qui se mord la queue. Plus on se sent coupable, plus on stresse, et plus notre éléphant cherche du réconfort instantané, par exemple en ouvrant une application de messagerie ou en mangeant du sucre. La culpabilité nourrit la procrastination. Elle ne la combat pas. Donc, si la culpabilité et le stress nourrissent l'éléphant, ça signifie que la force brute et l'autocritique sévère ne marcheront jamais. Jamais à long terme, non. Il faut repenser entièrement notre manière de nous motiver. Et c'est le premier grand axe de solution exploré dans ces travaux. Redéfinir la motivation. Il y a une mise en garde très claire contre la motivation extrinsèque, le fameux système de la carotte et du bâton. Agir uniquement pour obtenir un bonus financier ou par peur de se faire réprimander. Voilà. C'est une approche qui fonctionne à très court terme, mais qui finit par vider la tâche de son sens et qui épuise mentalement. L'alternative, c'est de bâtir une motivation intrinsèque, profondément personnelle, via la création d'une vision de vie. Une vision claire. Les recherches suggèrent d'utiliser des outils analytiques comme la matrice SWOT, habituellement réservée aux entreprises mais appliquée à soi-même, analyser ses forces, ses faiblesses, les opportunités de son environnement et les menaces potentielles. Mais concrètement, comment le fait de cartographier ses propres faiblesses sur un bout de papier aide-t-il à calmer cet éléphant émotionnel dont nous parlions?
L'exercice de la matrice appliqué à soi-même a une fonction préventive majeure. Cartographier une faiblesse permet d'éliminer l'effet de surprise et la déception qui s'ensuit. C'est-à-dire? Si l'on identifie clairement que sa propre faiblesse est une baisse drastique d'énergie vers ses heures, menant invariablement à consulter des sites d'actualité, on ne subit plus cette faiblesse comme un échec moral. On l'anticipe. On prévient le coup. Le cavalier sait que l'éléphant va trébucher à cette heure précise. Il peut donc organiser son environnement en conséquence, par exemple en planifiant des tâches très légères à ce moment-là, ou en bloquant techniquement l'accès à certains sites. C'est très tactique. Très tactique. De plus, définir une vision personnelle forte permet de cultiver ce que l'auteur appelle l'ego 2.0. L'ego 2.0. Le terme peut paraître un peu technique, mais l'idée derrière est passionnante. Il ne s'agit pas de gonfler son ego traditionnel, mais de trouver une motivation dans des actions qui dépassent notre propre intérêt individuel. Le sens du collectif. Oui. Un exemple concret serait de prendre le temps de mentorer un collègue plus jeune ou de contribuer à un projet qui a un impact social direct, même à petite échelle. Le circuit de la récompense dans notre cerveau libère une dose de dopamine beaucoup plus durable et profonde lorsqu'on est d'autrui que lorsqu'on termine une simple ligne sur un fichier Excel pour soi-même. Et c'est le cœur de la motivation intrinsèque. Lorsque l'action est alignée avec un but qui a du sens, l'éléphant émotionnel n'a plus besoin d'être traîné de force. Il avance tout seul. Il a envie d'avancer dans la même direction que le cavalier, car il en retire une satisfaction profonde et un sentiment d'appartenance. Cependant, avoir une grande vision, comprendre ses forces et vouloir aider les autres, c'est inspirant sur le papier. Mais face à un écran blanc un lundi matin pluvieux, la vision à long terme peut sembler très abstraite. C'est là que ça bloque souvent, oui. Cette capacité d'agir au quotidien, dans l'instant T, c'est le deuxième pilier de cette méthode, qui repose non pas sur des révolutions, mais sur l'apprivoisement par la stratégie des petits pas. L'approche Kaizen. Ne pas braquer l'éléphant. C'est ça. L'idée est de ne pas lui faire peur avec des objectifs titanesques. On utilise un outil très simple, la liste d'habitudes. Un tableau visuel où l'on coche chaque jour des petites actions régulières, comme boire un verre d'eau au réveil, lire 2 pages d'un livre ou faire 5 minutes d'étirement. La puissance de cette liste d'habitudes repose sur le principe de neuroplasticité. Les neurosciences contemporaines nous montrent que la volonté fonctionne à bien des égards comme un muscle. Il faut l'entraîner. Exactement. Si on essaye de soulever une charge de 100 kg dès le premier jour à la salle de sport, on se blesse. Si on demande à son cerveau de changer radicalement de mode de vie du jour au lendemain, il se met en grève. La fameuse résolution du Nouvel An qui tient 3 jours. Voilà. En s'entraînant quotidiennement avec de très petites charges cognitives, grâce à ces micro-habitudes, on renforce les connexions neuronales liées à l'autodiscipline. La force développée pour tenir ces petits engagements quotidiens devient ensuite mobilisable pour affronter des tâches professionnelles beaucoup plus complexes. C'est un entraînement de fond continu. Mais pour structurer la journée de travail elle-même, pour neutraliser cette fameuse paralysie décisionnelle qui nous épuise dès le matin, il y a un outil central proposé. Le To Do Today, la liste d'aujourd'hui. Et ce n'est pas juste une liste de courses verticales. Sous tâches extrêmement précises. Pour rassurer l'éléphant. C'est ça. Au lieu d'écrire faire la déclaration fiscale, ce qui le terrifie, on écrit ouvrir le dossier fiscal de 2025, puis vérifier la ligne des revenus. Et le secret, c'est de relier ces tâches par des lignes, de créer un chemin visuel avec des couleurs pour marquer les priorités. On crée une carte. Le cerveau, en regardant cette faille, n'a plus à se demander par quoi commencer ni quelle sera l'étape suivante. Le chemin est tracé sur le papier, on externalise la prise de décision. Et cette externalisation est un soulagement cognitif immense. Le cavalier n'a plus à négocier chaque étape avec l'éléphant. Le plan est établi. Néanmoins, pour faire le tout premier pas sur ce chemin tracé, il faut faire appel à ce que ces recherches nomment l'héroïsme quotidien. J'aime beaucoup cette expression. Elle est forte. Et cela n'a rien à voir avec des actes de bravoure grandioses. L'héroïsme quotidien, c'est ce micro-instant de 3 secondes où l'on choisit de s'exposer à un léger inconfort au lieu de choisir la facilité. Le moment de bascule. C'est l'instant précis où l'on clique sur le logiciel de travail au lieu de cliquer sur l'icône du réseau social. C'est une impulsion courte mais décisive qui permet de sortir de la zone de confort, de l'inaction, pour initier le mouvement. D'accord. Supposons que l'on ait réussi. On a trouvé notre vision, on a découpé nos tâches, on a fait preuve de ce petit héroïsme quotidien pour démarrer. L'action est lancée, mais comment fait-on pour maintenir cet effort sur la durée sans finir complètement épuisé au bout de 3 semaines? Il faut conserver un équilibre.
Comment on fait ça? C'est là qu'intervient le concept de la préservation des résultats et de l'épanouissement. Lorsqu'on travaille sur une tâche qui est alignée avec nos capacités et nos objectifs, on cherche à atteindre l'état de flow, théorisé par la psychologie positive. L'immersion totale. C'est ça, cet état où la notion du temps disparaît et où l'action devient sa propre récompense. Dans cet état, le conflit entre le cavalier et l'éléphant cesse complètement. Ils galopent ensemble. C'est l'harmonie parfaite. Mais, et c'est un point fondamental de réalisme dans ces travaux, il est physiologiquement impossible de rester en flot en permanence. Malheureusement. Les baisses d'énergie, les distractions imprévues et les échecs vont se produire. On va procrastiner à nouveau, c'est inévitable. C'est rassurant de l'entendre. Oui, on n'est pas des machines. Et pour éviter que cette rechute ne nous replonge dans la boucle destructrice du hamster, il faut maîtriser un outil psychologique de la plus haute importance, le bouton de remise à zéro. Le fameux bouton de remise à zéro du hamster. C'est probablement l'une des métaphores les plus libératrices de cette approche. Concrètement, comment fonctionne ce mécanisme dans notre esprit face à un échec? Il s'agit d'un acte conscient d'autocompassion, par opposition à l'autoflagellation dont on a l'habitude. Imaginons que l'on ait passé toute sa matinée à procrastiner au lieu d'avancer sur un dossier urgent. Ce qui arrive souvent. Le réflexe habituel est de se réprimander intérieurement, ce qui, comme nous l'avons vu, génère du stress et nourrit l'éléphant. Le cortisol monte. Voilà. Appuyer sur le bouton de remise à zéro, c'est faire une pause consciente, admettre que la matinée est perdue et se pardonner immédiatement. On se dit « D'accord, j'ai échoué ce matin. C'est un fait passé, je ne peux pas le modifier. » On lâche prise sur le passé. En se pardonnant, on neutralise la sécrétion de cortisol liée à la culpabilité. On apaise l'éléphant émotionnel. Le néocortex peut alors reprendre les commandes et l'on repart d'une page blanche pour l'après-midi. C'est puissant. Sans cette capacité à pardonner ses propres défaillances, on reste prisonnier du passé, incapable d'agir dans le présent. Se pardonner pour pouvoir avancer. C'est une démarche qui demande quand même beaucoup de lucidité et d'honnêteté envers soi-même. Ce qui nous amène au dernier grand volet de cette exploration, l'objectivité. Le dernier pilier, oui. Et pour être vraiment lucide sur ses propres comportements, il faut d'abord reconnaître que notre cerveau nous trompe régulièrement. On peut résumer le problème par un biais cognitif très documenté, l'effet Dunning-Kruger. Le fameux point aveugle. Pour le dire simplement, c'est le phénomène par lequel on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Les personnes qui manquent de compétences dans un domaine précis ont une propension naturelle à surestimer dramatiquement leurs propres capacités. Leur cerveau crée un point aveugle qui les protège de la réalité de leur incompétence. Les maintenant dans une forme d'ignorance confortable, mais stagnante. Et ce biais est un frein redoutable à toute évolution personnelle. Mais à s'éparpiller, on ne cherchera jamais à s'améliorer. La parade proposée par les sciences cognitives face à cette illusion de compétence est le travail rigoureux sur nos modèles mentaux. Qu'est-ce qu'on entend par modèle mental ici? Un modèle mental, c'est la carte du monde que notre cerveau utilise pour naviguer et prendre des décisions. Mais une carte n'est pas le territoire. Pour contrer l'effet Dunning-Kruger, il faut accepter que notre carte est probablement imparfaite et nécessite des mises à jour constantes. Mais comment fait-on pour remettre constamment ses propres modèles en question sans sombrer dans un doute paralysant ou une insécurité intellectuelle permanente? Il doit y avoir un juste milieu entre l'excès de confiance aveugle et le syndrome de l'imposteur. La clé réside dans la notion de doute constructif ou d'humilité intellectuelle radicale. Il ne s'agit pas de douter de sa propre valeur en tant qu'individu, mais d'avoir l'honnêteté de tester continuellement ses croyances et ses méthodes de travail. Restez ouvert, en somme. Il s'agit de solliciter activement des retours extérieurs, d'écouter les critiques sans se mettre sur la défensive et d'ajuster ses stratégies en fonction des nouvelles données. Il y a une citation du philosophe et mathématicien Bertrand Russell qui illustre parfaitement cette posture. Laquelle? L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sur d'eux et les gens sensés pleins de doutes. Elle est excellente. Cultiver ce doute sensé et méthodique garantit que l'on reste connecté à la réalité objective, ce qui est la condition indispensable pour continuer à évoluer et à corriger ses trajectoires. C'est une réflexion profonde pour clôturer cette analyse. En parcourant tous ces mécanismes de la psychologie humaine, la paralysie face à l'abondance de choix, la lutte interne entre notre cortex logique et notre système limbique capricieux, l'importance vitale de se pardonner pour briser la boucle de la culpabilité et la nécessité de remettre en cause nos propres certitudes, on mesure l'ampleur du sujet. C'est bien plus qu'une simple astuce d'agenda. Exactement.
Gérer la procrastination, ce n'est pas une question de productivité froide, de gestion mécanique. C'est une démarche globale pour reprendre la maîtrise de la seule ressource véritablement irremplaçable et strictement limitée qui nous soit donnée, le temps de notre existence. C'est notre bien le plus précieux. On ne peut ni le stocker, ni le rembobiner. C'est une perspective qui donne vraiment envie de remplacer l'anxiété de l'inaction par la satisfaction concrète de l'accomplissement. Alors au fond, qu'est-ce que toutes ces découvertes impliquent pour notre avenir, au-delà de la simple organisation de nos journées? C'est la grande question. Si l'on pousse cette réflexion sur la fatigue décisionnelle et nos limites cognitives un peu plus loin, une nouvelle perspective émerge, particulièrement pertinente aujourd'hui. Je vous écoute. Si la procrastination est fondamentalement un problème de régulation émotionnelle exacerbé par la nécessité constante de faire des choix, que va-t-il se passer à mesure que nous déléguons de plus en plus nos décisions quotidiennes à des systèmes automatisés et à l'intelligence artificielle? C'est un vrai changement de paradigme. Si une machine trie nos emails, planifie nos tâches et filtre nos priorités, notre fatigue décisionnelle va-t-elle disparaître? Notre cavalier rationnel deviendra-t-il plus fort et plus concentré parce qu'il sera reposé? Ce serait l'idéal. Mais d'un autre côté, notre éléphant émotionnel profitera-t-il de ce temps libre automatisé pour trouver des moyens de distraction encore plus profonds et sophistiqués? C'est un terrain totalement inexploré pour notre psychologie de demain.